Salut à tous! Comme nous l'avons évoqué dans la page noire numéro 3 et comme vous le savez sûrement déjà, les films aboutis sont plutôt la partie émergée de l'iceberg. Chaque réalisateur s'attaque durant sa carrière à au moins un film qui lui tient énormément à cœur mais qu'il sera contraint d'abandonner pour des raisons artistiques, économiques, personnelles ou parce qu'il meurt. Ça arrive. Bon après il y en a qui ont plus de films abandonnés que de films finis. Du coup, c'est parti pour mon top 10 des films que vous ne verrez jamais, dont seulement 2 en commun avec le fossoyeur de film. Numéro 10. Batman Year One de Darren Aronofsky. Au tout début des années 2000, Aronofsky n'est pas encore l'auteur acclamé qu'il est aujourd'hui. En fait, il n'a réalisé qu'un seul film, Pi, qui est son film de fin d'études. Il va pourtant commencer à travailler sur un reboot de la saga Batman. En 2000, il n'y a que 3 ans que la saga a été arrêtée à cause de l'échec critique des films de Schumacher. La Warner sait qu'elle ne pourra pas ressortir un film sans un changement radical de direction. Et Aronofsky, jeune cinéaste viscéral, représente ce changement. Il commence à travailler sur une vision très sombre et réaliste du Chevalier Noir. Se basant sur le roman graphique Batman Year One de Frank Miller, Aronofsky dépouille Batman de son caractère héroïque. Il en fait un vengeur à peine masqué style Punisher et envisage de le faire jouer par Clint Eastwood. Clint Eastwood. Alors évidemment, devant ce jeune réalisateur inexpérimenté qui propose une refonte aussi radicale de la licence, il est probable que la Warner ait eu quelques sueurs froides. Mais les fans seront encore plus virulents, et tout en reconnaissant les qualités du scénario, ils déclareront que le personnage n'a plus rien à voir avec Batman. Aronofsky finira par se désintéresser du projet, mais il dira plus tard que c'est ce film inachevé qui lui a donné la légitimité suffisante pour réaliser Requiem for a Dream. Le scénario de sa version de Batman est facilement trouvable sur le net, mais le Batman Begins de Nolan s'est beaucoup inspiré du travail de Darren. Numéro 9. Leningrad de Sergio Leone. La bataille de Leningrad, un siège de 2 ans et demi filmé par un des cinéastes les plus épiques de tous les temps. Bon, malgré le rêve qu'envoie le descriptif et la passion dévorante de Leone pour le projet, il est assez aisé de comprendre pourquoi il a coulé. Imaginez-vous que la scène d'introduction aurait consisté en un plan séquence de 10 minutes parcourant toute la ville avant de finir sur les lignes allemandes à plusieurs kilomètres de là. Leone bataillera toute sa vie pour permettre à ce film de voir le jour, sans succès. Numéro 8. La genèse de Robert Bresson. Bresson est un cinéaste particulier. Très réputé dans les années 50, il se distingue de la qualité française alors à l'œuvre. Alors ok, il tourne des adaptations, mais il refuse systématiquement le studio et préfère les monologues intimes aux grandes envolées verbeuses. Il sera notamment une grande influence pour la nouvelle vague. Et bien malgré son style très intimiste, le côté quasi expérimental de certains de ses films et son refus de filmer du grandiose, il fut approché par Dino De Laurentiis, qui voulait produire une série de films sur la Bible. Bon déjà, le mindfuck est conséquent parce que deux mecs avec des visions aussi opposées du cinéma qui bossent ensemble sur le même film, ça peut pas bien finir. Mais la production est tout de même allée assez loin, Bresson filmant quelques séquences. Mais le minimalisme du réalisateur exaspère le producteur mégalomane qui finit par le virer. Au final, le film sortira dans une version édulcorée réalisée par John Huston et Bresson enchaînera sur Au hasard Balthazar qui est considéré comme un de ses chefs-d'œuvre. Numéro 7. W. Vega de Quentin Tarantino. Vous aimez Tarantino ? Vous aimez les univers étendus ? Eh bien, saviez-vous que Tarantino avait envisagé un crossover entre Reservoir Dogs et Pulp Fiction ? En effet, dans ces deux films, on trouve deux personnages avec le même patronyme. Dans Reservoir Dogs, c'est Vic Vega, aka Mr. Blonde, joué par Michael Madsen, et dans Pulp Fiction, c'est Vincent Vega, joué par John Travolta. Pour Quentin, il est clair dès le début que les deux personnages sont frères. Il va donc naturellement envisager un film où les deux personnages se rencontrent. Un seul petit souci à ça, les deux personnages sont morts. W. Vega ne pourrait donc être qu'un préquel. Tarantino a laissé traîner le projet, mais aujourd'hui il est assez évident que Travolta et Madsen sont trop vieux pour reprendre leur rôle. Numéro 6. Phantasmagoria par Marilyn Manson. Alors, adaptation très libre de Alice au Pays des Merveilles par Marilyn Manson avec lui-même dans le rôle de Lewis Carroll. Bon, le projet a clairement de la gueule, surtout qu'à cette époque, Manson a plutôt la classe. Ouais. Ça fait loin. Enfin, il est assez probable que le projet ne soit pas allé très très loin, car c'était sans doute une énième lubie de l'Antichrist Superstar. Sa rupture avec Evan Rachel Wood, qui aurait dû tenir le rôle principal, et son déclin artistique enterreront définitivement le projet. Numéro 5. Fifi Brin d'Acier de Hayao Miyazaki. Ouais, là on rentre carrément dans les projets sublimes. Fifi Brin d'Acier est la petite fille la plus forte du monde, personnage créé par la suédoise Astrid Lindgren, est une petite fille dotée d'une force surhumaine, une sauvageonne proche de la nature. Sérieux, comment ça a pu foirer ? Je veux dire, le personnage était taillé pour Miyazaki. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte.
Dans les années 70, Miyazaki n'est pas encore le génie acclamé qu'il est aujourd'hui. Il n'a pas encore sorti le château de Cagliostro, son premier film, et il n'acquérera sa stature internationale que 20 ans plus tard avec Princesse Mononoke. Du coup, après quelques adaptations désastreuses, on peut comprendre que Lindgren soit assez réticente à l'idée de confier son personnage à deux jeunes japonais totalement inconnus qui viennent de plaquer le département animation de la Toho pour fonder leur propre studio. Des années plus tard, elle s'apercevra du génie de Miyazaki et de l'occasion manquée que représente cette rencontre. Mais si Miyazaki n'a jamais adapté Fifi Brin d'Acier, on peut retrouver le personnage de Lindgren dans beaucoup de ses personnages de petites filles rousses. Et Miyazaki s'est allègrement servi de ses repérages en Suède pour créer la ville dans Kiki la petite sorcière, donc tout n'est pas perdu. Numéro 4. Black Hole de David Fincher. Black Hole, c'est un roman graphique ultra glauque qui crée une métaphore sur les MST avec des mutations. Alors filer ça à Fincher, ça a du sens, vraiment. Les petites dégueulasseries du corps humain, ça le connaît. Étonnamment, Fincher n'est pas le premier choix puisque ce projet a d'abord été confié à Alexandre Aja. Quand Fincher a commencé à se retrouver mêlé au projet, Kristen Stewart est très vite annoncée au casting. Le film se développe petit à petit, mais l'échec commercial de Benjamin Button vient compliquer les choses. C'est le deuxième échec commercial d'affilée pour Fincher et la Paramount commence à perdre confiance en son poulain. Fincher finira d'ailleurs par se barrer chez Sony où il s'adonnera à des projets moins risqués avec le succès qu'on connaît. Mais aujourd'hui, des films comme Kick-Ass, Logan ou The Dark Knight ont prouvé que le public était prêt à recevoir un contenu mature venant d'un comic book. Et vu la carrière de Fincher, qui s'impose clairement comme un artiste majeur de sa génération, tout n'est pas perdu. Numéro 3. L'enfer de Henri-Georges Clouzot. Bon, celui-là, je vais pas trop m'étendre dessus, déjà parce que le Fossoyeur en a parlé dans sa vidéo, et ensuite parce que je ne peux que vous conseiller le fameux documentaire qui a été réalisé à son sujet. Dans les années 60, Clouzot, réalisateur emblématique de la qualité française, est mal en point. Son travail est rabaissé par les jeunes réalisateurs de la nouvelle vague et, à la mort de sa femme, il sombre dans la dépression. Rien d'étonnant alors à ce qu'il se lance dans un film torturé traitant de jalousie et de paranoïa. Pour le rôle principal, il appelle Romy Schneider, qui est alors au top de sa carrière. Avec elle, il tourne quelques essais qui impressionnent les studios, qui décident alors de lui accorder carte blanche et un budget illimité. Grave erreur. Clouzot va s'embourber dans son budget, tourner un nombre ahurissant d'essais, improvisant des scènes absentes du scénario et poussant son équipe et ses acteurs à bout. Un jour, alors qu'il tourne une scène lesbienne, il fait une crise cardiaque. Le tournage s'interrompt et ne reprendra jamais. Numéro 2. Ariane Papers de Stanley Kubrick. Eh oui, mon chouchou abandonné de Kubrick n'est pas Napoléon, mais Ariane Papers, son projet sur la Seconde Guerre mondiale. Bon, déjà parce que le sujet me passionne, mais ensuite parce que je suis très curieux de savoir ce que Kubrick, qui est un cinéaste très froid et clinique, aurait fait avec un sujet aussi puissant émotionnellement. Le film aurait raconté l'histoire d'un enfant juif et de sa mère qui fuit la guerre en se faisant passer pour des Aryens. Et oui, le succès de la liste de Schindler a probablement aidé à enterrer le film. À la sortie du film de Spielberg, Kubrick abandonnera le projet, se remémorant de l'échec commercial de Full Metal Jacket qui était sorti juste après Platoon. En plus, Kubrick elle est mort parce qu'il trouve la liste de Schindler mauvais. Enfin, ça l'empêchera pas de confier AI à Spielberg peu avant sa mort. Numéro 1. Dune de Alejandro Jodorowsky. Genre, zéro surprise. Bon, là ça va être très simple, regardez le documentaire Jodorowsky's Dune. Dune, c'est l'exemple typique du chef-d'œuvre jamais réalisé et surtout la preuve que tant de créativité n'est jamais perdue. Outre le documentaire qui est une ode à la création envers et contre tout, l'équipe de Jodorowsky a laissé des centaines, des milliers d'illustrations sublimes. La rencontre entre Jodo et Moebius donnera naissance à la BD La caste des métabarons, qui est une excroissance d'un film qui n'a jamais existé. Alors si vous voulez faire du cinéma, ne regardez pas seulement les chefs-d'œuvre de vos réalisateurs préférés. Plongez-vous aussi dans les films qui n'ont jamais pu finir. Car si l'envie de cinéma est assez forte, car si chacun des acteurs donne le meilleur de lui-même dans le projet, même un film qui n'existe pas peut nous faire voyager.